Aujourd'hui, je vais vous parler des grandes personnalités du cinéma. Vous avez donc des acteurs, hein. Donc vous avez plusieurs acteurs, dont un certain Philippe Noiret. Alors Philippe Noiret est bien connu pour être élégant, etc. Alors est-ce que c'était un dandy ou est-ce que c'était plutôt un gentleman farmer? Après l'avoir un peu étudié, moi je pencherais pour le gentleman farmer. Je sais qu'il s'habillait à un moment chez Arnie. Après, il est passé chez Charvet. Et c'était surtout un calcéophile extraordinaire, puisque la plupart de ses chaussures, je pense qu'il en avait une trentaine de chez John Lobb. Je sais de temps en temps, il allait chez d'autres marques, mais il avait une trentaine de paires de John Lobb qu'il bichonnait avec un soin attentif. Donc il fait partie de ces acteurs qui avaient un petit peu, qui étaient un peu disgracieux, qui étaient un petit peu ronds, qui n'étaient pas Cary Grant, hein, faut quand même dire les choses. Donc il avait perçu son corps comme, allez, pas disgracieux, mais pas son, il en avait des remords, ça le poursuivait. Donc il a essayé de compenser ça par une tenues, des costumes, des vestes, des pantalons qui soient de la meilleure coupe possible. Je sais qu'il allait chez Charvet, aussi bien pour ses chemises que pour ses costumes. Il allait à Rome, chez un certain Roturo qui fait des costumes. Son chemisier, à part Charvet, était toujours à Rome, Albert Telly. Et à Londres, donc Anderson et Shepard, qui là est le top du top. Donc c'est un très très grand costumier qui fait du bespoke, qui fait des costumes sur mesure. On est dans la grande mesure là, 6 mois d'attente, plusieurs essais. Donc on peut dire que Philippe Noiret était pas un dandy, mais quelqu'un d'élégant et de sartorial. Alors je sais que c'est grâce un peu à sa femme qui a su sublimer ses formes en choisissant les meilleurs tailleurs du monde, en choisissant des très belles chaussures, donc John Lobb, hein, certaines étaient même sur mesure, John Lobb est parmi les façonniers de chaussures. John Lobb fait aussi bien du prêt-à-chausser que surtout de la grande mesure. Et si ma mémoire est bonne, il avait plus de 30 paires de John Lobb. Je sais qu'il achetait aussi chez Weston et dans d'autres marques, mais il a su, voilà quelqu'un qui, dans le milieu du cinéma, a donné l'exemple, hein. Je sais que Thierry Lhermitte a reçu son influence. Bon, Thierry Lhermitte, c'est quelqu'un qui a une classe naturelle, puisqu'il est mince, etc. Mais ça suffit pas. Il a su montrer à ses amis, ses collègues acteurs, qu'on pouvait être élégant et rondouillard. Parce qu'il savait aussi bien s'habiller avec des vestes de tweed et pantalons qu'en costume. Il n'était pas si souvent que ça en costume d'ailleurs. Il choisissait soigneusement un beau pantalon. Ça pouvait être un chino, hein, ou un pantalon en flanelle, souvent en flanelle d'ailleurs, avec avec des revers, donc qui tombaient parfaitement en étant légèrement cassé sur cette John Lobb, et puis une très belle veste de tweed. Et souvent, il prenait un chapeau, que ça pourrait être Borsalino, Stetson ou une autre marque. Et choisissait soigneusement ses cravates ou ses foulards de cou. Et portait des gilets aussi, sur ses chemises Charvet. Donc c'était quelqu'un qui avait qui recherchait quand même l'élégance. Parce que chez lui, elle n'était pas naturelle. Je dirais que au départ, elle était artificielle et elle est devenue naturelle ensuite, au fur et à mesure du temps. Au départ, oui, Philippe Noiret n'est pas si élégant que ça dans ses premiers films. On le regarde, bon, il y a rien d'extraordinaire. Et quand il se marie, sa femme le trouve un petit peu ennuyeux, il porte des costumes sombres, etc. Et il a vite compris que pour séduire sa femme tous les jours, parce qu'il faut séduire sa femme, c'est un perpétuellement renouvellement de séduction. S'il voulait plaire à sa femme tous les jours, il va falloir qu'il fasse un petit effort. Les petits costumes noirs ou grisâtres, ça n'allait pas la charmer longtemps. Donc il a commencé à chercher, aussi bien à Paris, chez Charvet, qu'à Londres,
Donc des costumes ou des vestes qui lui siéraient. Alors, au début, il a commencé par du prêt-à-porter, ensuite du make of order, ce qui est entre le prêt-à-porter et la petite mesure italienne ou la grande mesure. Et puis rapidement, il s'est lancé dans la très grande mesure. Chez Anderson et Shepard, par exemple, à Londres, il était un habitué. Il savait donc parfaitement ce qu'il voulait. Ce qui est déjà, pour un tailleur, une chose agréable, parce que beaucoup de gens qui rentrent chez un grand tailleur ne savent pas ce qu'ils veulent. Philippe Noiret, qui parlait assez bien anglais, pouvait se permettre de savoir exactement ce qu'il voulait. Il estimait que le fait de porter ces habits-là le mettrait beaucoup plus en valeur, et il avait raison. Alors, dans les grandes figures du cinéma, il n'y a pas que Philippe Noiret, il y a aussi l'icône française qui est Alain Delon. Pour revenir à Philippe Noiret, je crois qu'ils ont quasiment jamais joué ensemble, sauf 2 fois dans Les Centurions et dans le film de Nouvelle Vague de Godard. Mais à part ça, il n'y a aucun lien. Ils ont eu une carrière parallèle à chacun. Philippe Noiret vient du théâtre, et je crois qu'Alain Delon est passé directement de sa carrière militaire assez courte en Indochine au cinéma, directement avec Visconti, voilà, qui l'a lancé. Il a tourné surtout avec des réalisateurs italiens et français. Alors, au niveau du style, là, on est dans un style complètement différent. Alain Delon a une classe naturelle. Il est mince, svelte, beau, très beau même. Et on pourrait se dire, il a même pas besoin de pouvoir s'habiller, même pratiquement nu, il est élégant. D'ailleurs, quand il jouera avec Maurice Renet au bord de la piscine, ils sont tous les deux d'une classe incroyable. Il n'a même pas besoin d'être habillé, ils sont en maillot de bain et ils ont déjà une classe folle. En plus, ça se passe au bord d'une piscine, avec une grande actrice. Je crois que c'est Schneider qui est là, ou Jeanne Birkin, je ne sais plus. Tous les deux se battent pour les beaux yeux de la demoiselle. Alain Delon a une classe folle, mais ce qui n'empêche pas que dans d'autres films, Le Samouraï notamment, Borsalino, il a su s'habiller merveilleusement bien. Alors Alain Delon, comme je disais à l'instant, n'a presque pas besoin de s'habiller pour être élégant. C'est ce qui fait son tour de force, quoi. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Dans certains films, il porte un trench coat, Burberry, différents chapeaux de plusieurs marques, Stetson bien sûr, évidemment Borsalino, d'autres marques également. Il porte un feutre en général, un fedora plus exactement, pour si vous voulez exactement c'est pas une marque fedora, c'est un style de chapeau. Il y a le trilby, il y a le fedora, il y a d'autres formes aussi, Panama bien sûr. Mais il porte surtout un fedora. Borsalino est connu, souvent on confond Borsalino et fedora. Fedora est une forme de chapeau, alors que Borsalino est une marque de chapeau. Mais ils se sont fait connaître par le fedora. Il porte aussi des mocassins amorces Gucci, ou d'autres mocassins ou d'autres chaussures, Derby, Richelieu, etc. En général noirs. Il est très sobre. Très très sobre. Il ne met pas ses habits ou ses costumes de façon ostentatoire comme pourrait le faire un Philippe Noiret. Ses costumes et ses cravates viennent de chez Ungaro. Je crois que Smalto aussi faisait partie de ses fournisseurs, et d'autres fournisseurs italiens. Ceruti aussi, il aimait beaucoup ce que faisaient les Italiens, que ce soit à Paris ou à Rome. Il est très sobre, il porte pas forcément de pochettes ou des pochettes très simples. Les costumes sont plutôt foncés, voire noirs dans certains films, ou gris anthracite. Il porte en général des très belles montres. Il en a fait il sera collectionneur de montres. Quelques années avant de mourir, il vendra toute sa collection. Et donc ces montres sont plutôt des Patek Philippe, des Cartier, des Baume-Mercier, Jaeger-LeCoultre. Je regarde mes notes parce que il y a tellement... Alain Delon avait énormément de fournisseurs, que ce soit
dans ses costumes, que surtout bien sûr dans ses montres. Et se souvenir de toutes les montres, les montres suisses, hein, la plupart, que c'est très difficile de se souvenir de toutes les marques qu'il avait, et j'en oublie sûrement. Peut-être même il avait des marques comme Seiko ou Grand Seiko japonaise. En tout cas, il a tout vendu juste avant de mourir. Voilà. Il y a eu une grande vente aux enchères quelques années avant. Alors, parmi les marques que je viens de citer, Smalto existe toujours, Ungaro, il me semble, encore. Et j'ai parlé de Cerruti. Alors, Cerruti, au départ, le papa de Nino Cerruti est les figli Cerruti, donc c'est un tisseur. Mais Nino Cerruti, quand il viendra à Paris, se lancera dans le stylisme, voudra faire des costumes. Donc pendant de longues années, il sera fournisseur aussi bien du Quidam que de grands personnages historiques, politiques et du monde du cinéma et du théâtre, dont Alain Delon. Donc, je sais que quelques années avant de mourir, Nino Cerruti a repris l'entreprise familiale et s'est consacré uniquement que de tisser, donc a arrêté les costumes et s'est consacré aux figli Cerruti, donc voilà. Alors, les marques ont le mieux passé le temps. Moi, je dirais toujours Smalto. En revanche, une société comme Cardin, Pierre Cardin, qui au départ était un grand tailleur, a vendu sa marque, son nom. Et je dirais, tout ce que vous trouvez en Pierre Cardin, il aurait mieux valu que tout disparaisse, parce que maintenant, vous trouvez sur les marchés des chaussettes Pierre Cardin, des serviettes éponges Pierre Cardin. Enfin, ça n'a plus rien à voir avec le Cardin d'il y a 50 ou 60 ans. Donc, des marques comme ça ont mieux fait disparaître. En revanche, Smalto et d'autres marques subliment toujours l'homme moderne, en grande mesure, en demi-mesure et bien sûr en prêt-à-porter de luxe. Alors, parmi les accessoires et les vêtements qui sont devenus complètement obsolètes, qu'on remarque dans les films de Delon ou d'autres acteurs des années 60, c'est bien sûr le costume un peu grisâtre, anthracite noir, ça se fait plus tellement. Les cravates très fines, qu'on faisait dans les années 60, jusqu'à devenir baveuse très large dans les années 70, donc on est passé d'une extrême à l'autre. Ça c'est complètement has-been, ça se fait plus du tout. Il y a un moment, il y a eu le mode des chaussures trop pointues ou trop carrées. Trop pointues dans les années 60, trop carrées dans les années 70. Ça aussi, ça a complètement disparu. Les pattes d'éléphant, bien sûr, les pantalons pattes d'éléphant ont complètement disparu. Ça a été très à la mode dans les années 70. Ça se fait plus du tout maintenant. C'est même un peu trop serré en bas, moi, à mon goût, mais quand on faisait dans les années 60. Mais les années 70 ont été les cravates baveuses, les pantalons en pattes d'éléphant horribles. Heureusement, tout ça a disparu et on arrive maintenant, dans les années 2025, à plus d'harmonie, je dirais. Je dirais qu'on n'a jamais été aussi bien habillé. Alors, il y a beaucoup moins de monde habillé, mais ils sont mieux habillés, paradoxalement. Alors, ce qu'on peut garder à cette époque, dans les années 60, c'est que avant qu'il y ait le prêt-à-porter de masse, les gens s'habillaient avec leurs costumes étaient du vrai tissu, notamment en hiver, très épais, de 600 grammes, comme maintenant on ferait pour les manteaux. Malheureusement, avec le prêt-à-porter de masse, qui vient dans un premier temps d'Italie ou d'autres pays, ou même de Chine, c'est qu'on est passé au synthétique. Et là, le grand massacre. Costume en synthétique qui a été en pointe à partir des années 60, en polyester même, en tergale. Moi, je me souviens de cravates en tergale. Mon père portait des costumes et surtout des cravates en tergale. C'était ignoble. En plus, c'est dangereux parce que on fumait beaucoup plus à cette époque. Et la moindre cendre de cigarette un peu chaude qui tombait sur votre cravate, et votre cravate était foutue. Vous voyez une tache s'élargir et schlac, vous aviez juste le temps de jeter votre cravate, quoi. Bon, les cravates n'étaient pas chères à l'époque, mais enfin quand même. Voilà, donc il y a des choses à garder, comme les beaux tissus épais, et puis les choses à jeter comme le tergal synthétique. Voilà. Alors, toujours une icône dont on commence à moins parler, mais qui est mort un petit peu avant Alain Delon, qui était son ami, c'est Jean-Paul Belmondo.
Lui aussi portait des chapeaux Stetson, Bersalino, etc. Toujours très bien habillé, smalto, etc. Jean-Paul Belmondo est d'origine italienne, donc a tourné dans des films aussi bien en Italie qu'en France, et même à l'international. Toujours élégant, malgré une gueule un peu de boxeur, d'ancien catcheur-boxeur. Il savait porter le costume avec élégance. Il a été aussi très adepte à un moment dans les années 70, mais ça c'était la mode de l'époque, des pattes d'éléphant. Il a su en revenir, effectivement. Et donc c'est un acteur très populaire, qu'on aime, qui même, et des fois, Bebel était même perçu de façon beaucoup plus sympathique qu'Alain Delon, qui lui pouvait paraître un peu distant et un petit peu arrogant. Bon, voilà. À fuir, peut-être Claude François. Alors on le regarde avec nostalgie, mais ses costumes à paillettes, il faisait pourtant chez les grands faiseurs comme Candeluca ou Chiffonelli, mais je sais que ces grands tailleurs de grande mesure se sentaient un peu obligés de faire des costumes à paillettes, ce qui n'était pas du tout leur truc. Pour Claude François qui portait des pattes d'éléphant, enfin bref, c'est une époque qui était très classe, qui pouvait paraître très classe à son époque, mais qui ont terriblement mal vieilli. Quand vous regardez Claude François maintenant, portait des cheveux mi-longs, des costumes extravagants, très serrés à la taille, mais avec des revers très larges, trop larges, pattes d'éléphant, des chaussures blanches qui allaient avec ses costumes blancs, enfin pailletés. Non, à fuir, à oublier.